David Jaïs est essayiste, et vous avez peut-être lu ses essais sur des thèmes différents. Vous avez aussi sûrement vu son visage à la télévision, puisque c'est une des personnalités, un des intellectuels qui intervient beaucoup depuis quelques années sur un certain nombre de thèmes politiques et de société. Et il avait été secrétaire général, je ne sais pas quel était le mot, du CNR. Vous savez, ce truc-là qui s'appelait le Conseil national de refondation, qui n'a pas refondu grand-chose. Mais en tout cas, David nous en dira un mot, était le secrétaire général avec François Bayrou de cette opération. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé sur la question du grand âge, puisque vous savez, c'était un des 5 grands axes du CNR. Aujourd'hui, Guillaume Pepy, que tout le monde connaît, il n'y a pas un seul voyageur SNCF qui ne connaît pas l'emblématique patron de la SNCF, qui le fut pendant 12 ans, de 2008 à 2019 de mémoire, mais qui avant était un commis de l'État qui a été dans des cabinets ministériels, notamment celui de Martine Aubry lorsqu'elle était au travail. Donc il connaît un peu les questions sociales, évidemment. Et puis aujourd'hui, il est président du conseil d'administration, enfin de plein de conseils, mais notamment de Emeis. Et c'est ça qui justifie sa présence ici, c'est que cet haut fonctionnaire, cet homme d'entreprise, eh bien, depuis maintenant 2 ans, se retrouve partie prenante de nos activités, de notre secteur, à travers la présidence du conseil d'administration d'Emeis. Alors, j'ai voulu les inviter et assez rapidement, on a convenu d'un débat entre eux sur 4-5 questions sur lesquelles ils vont nous apporter leur éclairage. Mais peut-être d'abord juste un mot sur leur appréhension de ce secteur. Et ils ne sont pas directeurs d'EHPAD, ils ne sont pas des spécialistes du grand âge depuis des décennies. Mais voilà, la première incursion de David, c'est, je l'ai dit, le CNR. Ça a été quoi ta première vision, au fond, de ce secteur du grand âge ? Alors, le secteur du grand âge, donc au-delà de la question des EHPAD et de la dépendance, ce qui m'a frappé, c'est le fait que nous avons devant nous une vague de la même ampleur que le changement climatique et ses conséquences sur la société, et que cette vague, à part quelques esprits avisés dont vous êtes, puisque vous travaillez dans ce secteur, personne ne la voit venir. Et donc on est dans une désorganisation totale, dans un manque d'anticipation criant et absolu, et ça commence à se traduire dans la réalité par des situations qui sont de plus en plus inacceptables. Et c'est un problème systémique qui nécessite une prise en charge et une mobilisation de toute la société et de plein de pans de la société, parce que la non-prise en charge de cette question par toute la société va avoir des répercussions sur le système de santé, sur notre urbanisme, notre aménagement du territoire, et sur la confiance intergénérationnelle et la confiance que nous pouvons avoir les uns dans les autres. Donc c'est vraiment un des éléments essentiels de notre contrat social qui se joue là. Guillaume Pepy, donc vous avez été président de la SNCF, je viens de le dire, c'est ça qui vous a fait connaître de l'ensemble des Français. Et puis vous débarquez il y a maintenant 3 ans, je crois, c'était l'été 2022, suite à l'affaire Orpea, pour refonder Emeis, dont vous avez pris la présidence du conseil d'administration. Quand on rentre dans ce secteur-là, sans être un féru de cette problématique, quelle est la première vision qu'on a ? Oui, moi je ne suis pas du tout du Sérail, donc je vais parler avec beaucoup d'humilité. Et puis d'autre part, je ne parle pas au nom d'Emeis, puisque c'est Laurent Guillot, le directeur général, qui s'exprime. Et moi je parle un peu à titre personnel devant vous. Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé. D'abord, l'extraordinaire humanité de ce qui se joue dans les établissements. Chez Emeis, il y a 76 000 personnes qui prennent soin de 250 000. Donc c'est quand même un métier complètement à part. Et en plus, moi, je suis personnellement concerné parce que sur une base quotidienne, j'ai un parent qui est en EHPAD, en secteur protégé, et je vois l'extraordinaire humanité et le professionnalisme de tous ceux qui, au quotidien, font ce travail. La deuxième chose, c'est ce qu'a dit David, c'est-à-dire l'impuissance publique. Mais ce qui m'a frappé depuis ce matin, c'est presque autre chose. C'est que dans cette salle et ailleurs, il y a une incroyable expertise, il y a un amour du métier, il y a un engagement.
et que tout ceci, du fait de l'impuissance publique, c'est une machine à rendement faible. Normalement, compte tenu du fait qu'ici, on serait capable d'agir, si on avait devant nous une sorte de console de jeu, on serait capable de transformer le secteur, on n'y arrive pas. Et on hésite entre un peu la déprime et puis la colère. Et suivant les interlocuteurs, j'ai senti un peu de déprime ou un peu de colère. Alors, on s'est mis d'accord entre nous sur 5 sujets sur lesquels vous pourriez rebondir pendant cette demi-heure. Premier sujet, la relation de la société française avec, finalement, ses vieux, avec le grand âge. On part du constat que la population française, peut-être plus que d'autres, a délégué à des professionnels le suivi, le soin de ses parents. 21% des plus de 85 ans sont en EHPAD, ce qui est un des taux les plus élevés d'Europe. Et puis, parallèlement, on a des personnes qui sont parmi les franges les plus fragiles de notre société. Des femmes, familles monoparentales, d'origine étrangère, parfois pas tout à fait alphabétisées, à qui on a confié la mission de s'occuper des parents des personnes dont je parlais. Donc, on est dans ce cycle-là, avec des Français qui délèguent le soin de leurs parents à des tiers qui eux-mêmes ne vont pas toujours très bien, et qui ensuite sont dans ce phénomène de défiance qu'on connaît depuis quelques années. Donc, comment vous analysez cette espèce de triangle, finalement, entre les familles françaises, leurs parents et les personnes qui s'en occupent? D'abord, ce phénomène de défiance, on ne le constate pas que dans l'accueil des personnes âgées. On le constate dans beaucoup de services publics ou de services à la population. Regardez la montée des incivilités vis-à-vis des maires dans les petites villes ou dans la ruralité. Regardez les incivilités, voire les agressions dont les enseignants sont victimes au quotidien. Il y a une marchandisation des relations dans la société qui explique une partie de la montée de l'incivilité parce qu'on se comporte vis-à-vis de ces personnes qui sont souvent, comme l'a dit Guillaume, des gens remarquables, engagés, comme vis-à-vis d'un service purement marchand, comme si on était devant un distributeur automatique duquel on peut obtenir tout et n'importe quoi. Et il y a sans doute là un enjeu de civilisation, je pèse mes mots, à essayer de reconstruire des relations beaucoup plus marquées par la confiance, mais aussi par le respect entre les clients, usagers, proches et ceux qui fournissent ce service. Il y a sans doute des choses très concrètes pour l'améliorer. D'ailleurs, je pense aux contrats de relation qui peuvent unir les soignants ou les aidants et les personnels des EHPAD, ainsi que les proches et les membres des familles. Je pense qu'il peut y avoir aussi des façons de mesurer la qualité de l'expérience vécue, pas simplement des KPIs, comme on dit dans le monde de l'entreprise, strictement financiers ou matériels, mais la qualité de la relation vécue, à la fois de la part des parents, qui rendent des proches qui rendent visite, mais aussi de la part des pensionnaires à proprement parler. Donc en fait, c'est tout un lien qu'il nous faut revisiter. Je voudrais dire une deuxième chose par rapport à la question que tu posais, qui est, au fond, l'un des plus grands bouleversements anthropologiques de la deuxième moitié du XXe siècle, et c'est un bouleversement heureux, c'est le fait que l'égalité femmes-hommes progresse, on n'y est pas encore, mais elle progresse, et que les femmes travaillent, et que du coup, le care, le temps de care, aussi bien pour les petits-enfants que pour les personnes âgées, est de plus en plus externalisé à des acteurs à l'extérieur du foyer. Ce dont il faut prendre conscience sur le plan de notre contrat social, c'est que cette externalisation, elle vient souvent sur les épaules d'autres femmes, parce que ce sont des métiers qui sont les métiers du soin féminins de manière écrasante, qui sont souvent précaires, qui s'exercent dans des conditions difficiles. On voit souvent le temps de trajet, par exemple, que ces femmes ont pour aller travailler dans des EHPAD. C'est parfois plus de 2 heures en région parisienne. Et donc la question du logement est une question absolument essentielle. Et il ne faudrait pas que la société, en quelque sorte, transfère le fardeau sans prendre en compte les difficultés sociales que ça peut poser. Je me rappelle que les Gilets jaunes, c'était il n'y a pas si longtemps, qu'on traverse un moment aussi de colère sociale un peu larvée, je trouve que ce début d'automne ressemble un peu dans son atmosphère à ce début d'automne 2018.
Et je me rappelle que sur les ronds-points, il y avait beaucoup de femmes qui exerçaient ces métiers du care, qui sont aussi le nouveau prolétariat. Le prolétariat, il n'est plus dans les usines, d'abord parce qu'il n'y a plus beaucoup d'usines et parce que les ouvriers qualifiés dans les usines, ils sont assez correctement payés aujourd'hui. Mais ils sont dans ces métiers-là, et donc il faut que la société prenne soin de ces hommes et surtout de ces femmes, et que collectivement, on imagine quelque chose pour eux, parce que sinon, on tombe effectivement dans le consumérisme. Alors, David vient d'entamer un autre débat qu'on voulait avoir après, mais on va l'avoir maintenant. Mais il est visionnaire. Voilà. Puisque lors de la préparation de ce débat, on évoquait un penseur britannique qui s'appelle David Goddard, qui a, 2017-2018, travaillé sur cette question-là. Donc justement, et c'était cette thèse qui est qu'avec le taux d'activité des femmes, les femmes délèguent, comme on vient de le dire, ce travail de care. Ça vaut pour la petite enfance d'ailleurs. C'est pas un hasard si Castanet a écrit sur les EHPAD et sur les crèches. Et l'a délégué à qui? À des femmes qui, socialement, n'étaient pas du même niveau. Il y avait une autre analyse que tu viens d'initier avec les Gilets jaunes, c'est que ce même David Goodhart parlait des Anywhere et des Somewhere. Les Anywhere, c'est ceux branchés qui, cadres supérieurs, sont bien partout à Paris, à New York, à Londres, et les Somewhere, qui sont ceux qui sont attachés à leur territoire et qu'on a souvent assimilés, enfin qui étaient assimilables aux Gilets jaunes. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, Guillaume, ton analyse. Oui, moi je veux bien revenir un tout petit peu sur les Français et le grand âge et les EHPAD. Mon expérience vécue depuis 4 ans, c'est que cette délégation de la part des Français est légitime. Parce qu'on ne peut pas se passer des EHPAD. L'EHPAD est légitime. Et il faut cesser de se dire on va faire le tout domicile ou on va faire une énorme bascule vers le domicile. Personnellement, je ne vois pas comment. En revanche, le malentendu, je pense qu'il faut le lever de 2 façons. D'abord, David l'a esquissé, c'est la symétrie des attentions entre nos résidents, nos patients, et puis nos personnels. En fait, ça ne peut marcher que sur 2 pieds, c'est la symétrie des attentions, c'est dis-moi la façon dont tu traites ton personnel, je te dirai la façon dont ils traitent les résidents et les patients. Et puis, pour moi, la deuxième chose, c'est qu'il faut faire le choix stratégique, qui n'est pas facile, surtout en France, du mieux de vie et pas seulement du plus de vie. Et le mieux de vie, chacun sait dans cette salle, enfin, vous avez 100 fois plus d'expérience que moi, mais que c'est quand même super difficile à faire au quotidien. Et si on arrive à faire ces 2 choses, je pense qu'on va vers une réhabilitation de l'EHPAD. Il faut juste changer de nom, parce que moi, quand j'ai fait le concours de l'École nationale de la santé publique au millénaire dernier, ça s'appelait déjà EHPAD, et je pensais que c'était un truc de techno réservé à 50 personnes. Bon, ce nom est impossible. Donc, il faut vraiment le laisser tomber et trouver quelque chose de plus humain. Mais dans cette réhabilitation, je pense aussi qu'il faut refuser des choses, refuser que les EIG soient l'alpha et l'oméga du jugement porté sur les EHPAD. Oui, il y a des EIG, comme il y a des trains qui sont très en retard, mais très franchement, on ne juge pas la SNCF sur les très très grands retards, ou en tout cas pas que. Et puis il faut refuser aussi cette facilité médiatique qui fait que la caméra cachée, qui fait le super reportage de 52 minutes le soir pour montrer la catastrophe humanitaire que sont nos EHPAD, tout ça bien organisé avec quelques frustrés ou quelques personnes mal intentionnées. Enfin, il faut arrêter tout ça. Il faut réhabiliter le boulot des soignants, il faut réhabiliter le métier. Et on peut le faire, on a les bases pour ça. Alors, on a cet état de la société française par rapport à ces EHPAD. C'était d'ailleurs ce matin dans la présentation du pacte là, qui a été présenté ce matin, un des grands points, réhabiliter la confiance entre les EHPAD et les Français. Mais qu'en est-il de la réhabilitation de la confiance entre les professionnels et le pouvoir politique? C'est-à-dire qu'on sent bien sur ce sujet-là, alors vous pourrez me dire que ça peut exister sur d'autres sujets, mais enfin tout de même celui-là est un bel exemple de procrastination politique. La question de la dépendance des personnes âgées émerge dans le débat politique à la fin des années 80, et depuis, on entend la loi va venir, la loi va venir, la loi va venir. Ça ne veut pas dire que rien n'avance, mais ça veut dire quand même qu'on est là sur un sujet, et nous ici on le sait à travers ce rendez-vous annuel, on a l'impression vraiment que c'est un sujet qui paralyse
les politiques et dans lequel la réponse, c'est la procrastination. Tu as été au cabinet du président de la République, donc ta vision aussi est institutionnelle sur ce sujet-là. Alors déjà, on peut attendre la loi comme Godot, et puis un jour la loi arrive et on peut être très déçu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la loi arrive que... Il faut faire attention, en d'autres termes, à ce messianisme très français de la grande loi et du dispositif étatique qui va résoudre tous les problèmes. Moi, je pense plutôt que si on a du mal à imaginer une vraie politique publique globale pour le grand âge, c'est parce que c'est un sujet extrêmement complexe, qui est un sujet de contrat social et qui nécessite de faire évoluer profondément nos postures. Si je devais définir un peu ce qu'étaient les services publics dans le modèle français d'après-guerre, je dirais qu'ils ont toutes les caractéristiques dont il faut sortir. Ils sont verticaux, ils sont jacobins, ils sont individualistes. Les médecins, par exemple, quand ils contractualisent avec l'assurance maladie, ils le font sur une base individuelle et nationale. C'est-à-dire que les prix des consultations sont les mêmes absolument partout. Et ils sont faibles, d'ailleurs, absolument partout. Et ils sont très peu coopératifs, très peu collaboratifs, et ils sont même anti-privés. D'accord ? Pour traiter un sujet complexe comme le grand âge, qui nécessite des parcours de vie, qui nécessite de la collaboration, qui nécessite du territoire, qui nécessite des coalitions, qui nécessite du collectif, il faut rompre avec tous ces traits culturels qui sont très profondément enracinés dans l'imaginaire français. Et donc, le sujet pour moi n'est pas tellement d'avoir une loi grand âge, ou alors il faudrait que ce soit une loi de programmation qui résulte d'une négociation entre plein d'acteurs. Moi, je m'en fous d'une certaine manière d'avoir une loi grand âge. Et je vais même aller encore plus loin. Je ne suis pas certain que l'État ou la puissance publique, vu l'état de surendettement dans lequel elle se trouve aujourd'hui, soit capable de financer cette politique. C'est plutôt une question de solidarité à l'intérieur de la société. Comment on organise les choses ? Je vais vous prendre juste un exemple pour montrer à quel point c'est mal organisé. J'ai perdu ma grand-mère que j'aimais énormément il y a 2 ans, et avant ça, elle a fait une série de chutes parce qu'on n'a pas réussi à adapter son domicile. Elle est allée aux urgences, où elle a patienté parfois plusieurs heures, et où le patron des urgences du centre hospitalier d'une ville moyenne m'a dit, vous savez, 60% des personnes qui arrivent aux urgences, c'est des personnes âgées qui sont sans solution. Et ensuite, c'est l'hospitalisation dans un EHPAD médicalisé. Qu'est-ce que ça révèle, cette histoire qu'on a tous traversée d'une manière ou d'une autre ? C'est que rien n'est pensé. Il n'y a pas de travail collectif, il n'y a pas de programmation collective. Et donc moi, je suis pour décentraliser au maximum, donner la responsabilité aux acteurs locaux et surtout améliorer la coopération entre les proches aidants, le système de santé, les relations aussi dans le voisinage. Vous savez, au Japon, il y a un dispositif qui s'appelle Furai Kipu. C'est des crédits de temps que les gens du voisinage peuvent donner à leurs personnes âgées. On peut aussi être créatif sur l'habitat en faisant du logement intergénérationnel. Certaines villes comme Saint-Apollinaire l'ont fait en banlieue de Dijon. Tout ça pour vous dire que, en fait, moi, c'est pas tellement la loi grand âge que j'attends. C'est pas tellement, j'ai pas de messianisme par rapport à ça. J'attends plutôt une prise de conscience collective et surtout une organisation avec beaucoup moins de silos, beaucoup moins de verticalité et beaucoup plus de confiance entre tous les acteurs. Ouais, moi j'ai un point de désaccord et un point d'accord. Le point de désaccord, c'est que je pense que quand même l'impuissance de l'État est moralement scandaleuse parce que pendant qu'il y a une absence de stratégie, il y a quand même une machine technocratique et une machine régulatoire qui continue comme un canard sans tête. Et ça, l'État en est responsable. Donc je pense que c'est scandaleux. Et puis ce matin, le débat a montré que c'était dangereux compte tenu du mur démographique. Alors maintenant, le point d'accord avec toi, c'est que si au fond l'interpellation de l'État est aujourd'hui vaine, et elle est vaine, je crois que Laurent Guillot rappelait ce matin qu'il attend son 8e ministre en 4 ans. Bon, c'est quand même une mauvaise farce, mais très mauvaise farce. Hein. À ce moment-là, il faut effectivement, entre guillemets, faire une mobilisation générale de ce qu'on appelait la société civile. C'est-à-dire se dire que les groupes de services, les grands groupes de services, il faut les interpeller en disant c'est quoi vos propositions sur le sujet du grand âge ? Les assureurs mutualistes, c'est quoi vos propositions pour protéger les Français face à ce risque du très grand âge ? Les autres interpellations aussi, c'est des interpellations vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, je voulais juste faire une proposition concrète. Moi, j'ai trouvé la matinée géniale, super intéressante, super forte. Mais ce qu'on devrait faire, c'est ce que Yves Montand a fait il y a 25 ans
dans une émission à l'époque sur France 2 ou TF1, c'est-à-dire il a fait une émission qui s'appelait « Vive la crise ». Il faut faire le pari avec Delphine Ernotte de dire « Vive l'EHPAD », 20h30 sur France 2, et d'aller au-devant du débat pour porter le fer en disant « l'EHPAD est nécessaire, l'EHPAD se transforme, mais il ne pourra pas se transformer si la société civile ne décide pas de prendre ce défi à bras-le-corps ». Autrement dit, de prendre le sujet de la communication, le sujet de l'influence, le sujet de la mobilisation, et là je rejoins ce qu'a dit David, comme le sujet. Il ne suffit pas dans cette salle d'être super fort, il faut sortir de cette salle, il faut prendre le mégaphone, puisqu'on est à la Mutu, il faut prendre le mégaphone et aller hurler « Vive l'EHPAD ». Bon, on y va fort, hein, mais il faut le faire. On livrera les mégaphones, mais restez là pour l'instant. Hein. Bon. Vous ferez ça demain, après-demain. En plus, le 18, oui, il y a un grand mouvement. Donc. On a également, sur cette scène, je le disais, il y a 2 ans, 3 ans, reçu Victor Castanet, qui a soulevé un débat, il faut être très clair, au-delà de l'affaire Orpea, qui a irrigué depuis le débat public. Est-ce que la question du grand âge, des enfants, des petits-enfants, de la petite enfance aussi, mais là, en l'occurrence du grand âge, est un sujet qui, par essence, ne doit pas être dans la logique du marché. Vous avez ici, c'est à peu près bien réparti dans la salle, du public, de l'associatif, du commercial. Donc, c'est tous des directeurs d'EHPAD, ou des professionnels en tout cas du secteur, qui évoluent dans des secteurs juridiques différents. Et donc, je voulais revenir avec vous comme ça sur cette question-là, sur cette démarchandisation. Tu as évoqué d'ailleurs le mot tout à l'heure. Est-ce qu'il y a dans notre société des biens communs, en l'occurrence là, la gestion de la fragilité des personnes âgées, qui doivent être hors cadre du marché? Et auquel cas, ça veut dire qu'il y a un tiers qui peut se sentir délégitimé immédiatement. Mais enfin, voilà, la question se pose dans les débats, notamment d'ailleurs dans les débats sur France 2 à 20h30, parce que, à défaut de crier « Vive l'EHPAD », on crie parfois « haro » sur une partie de cela. Donc, ta lecture de ce sujet? Moi, ma lecture, c'est que je suis allé dans des EHPAD extraordinaires qui étaient publics, d'autres extraordinaires qui étaient associatifs et d'autres extraordinaires qui étaient privés. Et à l'inverse, j'ai vu des choses pas terribles qui appartenaient aux 3 mondes. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a 2 bornes extrêmes dont je me méfie un peu. C'est la borne de l'étatisation, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une très grande dégradation de la qualité des services publics. J'en suis le premier attristé, hein, puisque moi je suis à la base un serviteur de l'État. Mais je vois bien cette dégradation, cette lente attrition des services publics. Et de l'autre côté, il y a une borne extrême qui est le capitalisme financier le plus débridé, c'est-à-dire avec des actionnaires qui sont des fonds étrangers, qui sont surtout attentifs au TRI, qui sont très court-termistes et qui au fond se fichent un peu. On pourrait vendre des sandwichs, des bonbons ou s'occuper de personnes âgées dépendantes, ça revient un peu au même. Mais entre ces 2 extrêmes, il y a toute une variété de choses qui sont possibles. Et je crois que, au fond, ce qui compte le plus, c'est, comme le disait Guillaume, la symétrie des attentions. C'est le soin qu'on prend autant des pensionnaires et des résidents que des gens qui travaillent dans l'établissement. C'est la proximité. Moi, je crois que quand on est profondément ancré dans un territoire, qu'on est au cœur de réseaux de solidarité, qu'on est capable aussi de se projeter, parce que dans le modèle, disons, économique ou opérationnel de l'EHPAD, on peut imaginer demain un peu plus de projection, qu'on ne soit pas simplement un endroit qui accueille des gens à la fin de leur parcours, mais qui puisse aussi projeter des services, projeter une proximité, qu'on puisse avoir des bouquets de services. Moi, je trouve qu'à chaque fois que j'ai vu des endroits qui m'ont rendu heureux, soit pour ma grand-mère, ou soit je me suis dit, moi, à la fin de ma vie, je vieillirai bien là, c'était des endroits où il y avait cette bienveillance, cette chaleur humaine, et surtout cet ancrage profond dans un réseau de solidarité locale. Donc je crois qu'en fait, la clé, c'est, on était très individualistes, soyons un peu plus coopératifs, on était très jacobins, soyons un peu plus décentralisateurs et prenons un peu plus soin des écosystèmes locaux. On était très anti-privé, soyons un peu plus dans l'hybridation et dans la coopération, et je crois que c'est ça les formules gagnantes. Et c'est pour ça que on est à la Mutu. Moi, j'aime bien cette idée du mutualisme, même si elle a un peu vieilli, qui consiste à dire on va prendre le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire qu'on prend le souci de l'efficacité économique, parce que
les mutuelles sont des entreprises et donc elles sont dirigées avec un impératif d'efficacité économique et en même temps elles sont solidaires par nature, par design. Elles sont administrées par les patients, les adhérents, les clients et elles ne cherchent pas à maximiser systématiquement les taux de retour pour verser de meilleurs dividendes à des actionnaires qui sont parfois en dehors de l'Europe. Donc ce modèle mutualiste qu'il faut faire évoluer et qui peut prendre plein de formes, cette créativité sur les formes juridiques qu'on peut donner, je crois que c'est un chantier qu'il faut réouvrir. Et il y a plein de secteurs qui ne sont pas super rentables. Je pense à la petite enfance, je pense au grand âge, je pense aussi demain, parce que vous voyez bien que le système de retraite par répartition tel qu'il est aujourd'hui, vous voyez bien, on engrange à peu près 240 milliards de cotisations et on liquide 380 milliards de pensions. La différence, c'est quoi ? C'est de l'impôt et donc c'est de la dette. D'accord ? Ça ne va pas tenir éternellement, ce système. Le système de retraite par répartition, qui n'est plus un système de retraite par répartition puisqu'il est largement fiscalisé et qu'il repose largement sur l'endettement, il est en train de plomber nos finances publiques, il est en train de plomber notre contrat social. Et donc il va évidemment falloir être créatif et aller vers d'autres systèmes. Et pour autant, est-ce qu'on a envie de faire de la capitalisation avec des entreprises qui sont administrées par des actionnaires qui sont des fonds de pension américains ? Pas forcément. Et donc cette troisième voie française qui peut être intéressante, c'est de dire on a de la capitalisation mutualiste en complément des retraites par répartition et elles sont administrées par les cotisants ou par les salariés eux-mêmes. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a une troisième voie, il y a des modèles créatifs à inventer et je pense que le monde des EHPAD est aux avant-postes pour ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un parcours totalement dans l'intérêt général ou le service public, tantôt dans des boîtes publiques, tantôt dans des boîtes privées, comme Suez, ou tantôt dans l'administration. Et je crois fondamentalement, je vais faire du Jean-Marc Borello en moins bien, donc vous lui direz en moins bien que le statut ne dit pas la vertu. Suivant sa jolie expression, le statut ne dit pas la vertu. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Surtout au moment où on vient de dire ce matin, il faut investir maintenant pour faire face à la situation qui va être la nôtre en 2030. Mais en fait, on sait quels sont les outils de la vertu. La délégation de services publics, c'est fait pour que des entreprises publiques, privées ou associatives exercent la mission de service public. Bon, il faut, entre guillemets, se situer dans cette perspective de délégation de service public. On a en plus le statut de société à mission, pour de vrai. Bon, mais il n'y a qu'à dire, il faut que ce soit des sociétés à mission, c'est-à-dire des sociétés qui mettent la performance financière et la performance médicale sur le même plan, à égalité, la performance médicale, la performance financière. Et puis, si on veut encore aller plus loin, à mon avis, il y a une chose à faire, il faut dépolitiser ce sujet. Il n'y a pas des pattes de droite et des pattes de gauche. Ça serait une bonne solution, mais il n'y a pas. Il faut avoir un régulateur un peu indépendant, qui ne soit pas soumis à la politique au jour le jour. Et puis, il faut un observatoire de la qualité. C'est des propositions qu'on a faites il y a maintenant des années et des années pour objectiver le sujet de la qualité dans les EHPAD. Tout ça, ça se fait dans d'autres secteurs. Mais en ce moment, l'espèce d'impuissance publique fait que ça n'avance pas. On recevra demain matin le directeur général de la Haute Autorité de Santé qui devrait faire ça normalement. Et on reparlera avec lui, effectivement, des petits retards que ce système a pris. Dernière question. Vous avez donc, toi, Guillaume, tu as écouté tout ce qui s'est passé ce matin. David, tu es revenu plus tard, mais tu connais déjà un peu le secteur. L'idée, c'était de se dire, quelles sont les innovations, au fond, que ce secteur pourrait initier sans forcément, donc, l'État, ou même en compensation, finalement, du manque d'imagination de l'État. On l'a vu au moment du CNR, où l'idée était d'interroger les vrais citoyens, les vrais Français, les vrais habitants. La vérité, c'est que ici, il y a des professionnels qui passent leur temps à innover, qui parfois se sentent d'ailleurs bridés par l'État. Il fut un temps où il attendait que l'État trace le chemin. À défaut de tracer le chemin, au moins qu'il ne le bouge pas. Bon. Donc comment les acteurs de la société civile, les chefs d'entreprise, les présidents, directeurs d'associations qui sont ici, les directeurs d'établissements publics, comment eux peuvent-ils prendre en main leur destin avec ou sans l'État ? Alors, moi, je pense qu'il y a des exemples étrangers qui sont inspirants, notamment aux Pays-Bas et au Danemark.
Aux Pays-Bas, par exemple, on est dans un système où vous devez choisir une assurance à la fois santé, prévoyance, etc. Et vous pouvez avoir un vrai parcours de soins, voire un parcours de fin de vie, qui est pris en charge par différents acteurs, mais qui se coordonnent contractuellement à travers cette mutuelle. Donc c'est intéressant parce que c'est à l'échelle d'un territoire. Vous êtes un assuré, vous avez accès à un réseau de médecins de proximité, vous avez accès à un réseau de dispensaires, vous avez accès à un réseau de cliniques, vous avez aussi accès éventuellement à du logement intermédiaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ces acteurs se coordonnent et ils sont intéressés financièrement, à l'atteinte de certains objectifs, disons, d'intérêt public. Vous voyez, par exemple, sur l'hospitalisation, si vous évitez la réhospitalisation, si vous favorisez l'hospitalisation à domicile, si vous faites de la prévention, vous devriez pouvoir être incité financièrement. Et d'autre part, ils se partagent les gains d'efficience. C'est-à-dire qu'à chaque fois parce qu'on a un vrai parcours de soins avec des acteurs qui se coordonnent à l'échelle d'un territoire, à chaque fois qu'on a évité une hospitalisation, c'est l'expérimentation Buurtzorg notamment, aux Pays-Bas, eh bien, on a un gain d'efficience, et ce gain d'efficience, il est distribué entre les différents acteurs. On a besoin en fait d'avoir des acteurs qui se font confiance, qui collaborent, qui contractualisent. Et si vous voulez, là, je mettrai le moins d'État possible là-dedans. Misons sur la confiance, misons sur le contrat. L'État, il doit être là pour donner un cap, pour donner des trajectoires. C'est pour ça que je préfère parler de loi de programmation plutôt que d'une grande loi bien vieillir ou qui risquerait d'être un peu soviétique. Mais effectivement, moi, j'attends de l'État ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, c'est-à-dire de la vision à 10 ans, une vraie trajectoire et une vraie programmation. Et ensuite, on laisse les acteurs dans la société travailler et contractualiser de la manière la plus efficace possible. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je crois qu'il faut qu'on arrive à mailler toute la chaîne du soin, notamment pour le bien vieillir, c'est-à-dire le résidentiel, l'hospitalisation, la prévention. Et en fait, on aura sans doute demain des acteurs économiques qui intègrent toutes ces dimensions. Et puisque tu parlais de rentabilité, il y a certains de ces maillons qui sont très rentables, d'autres qui le sont un peu moins, pour des raisons évidentes. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des acteurs qui peuvent assurer cette continuité du parcours de soins, quel que soit d'ailleurs leur statut, puisque, comme l'a dit Guillaume, ça ne fait pas vertu. Non, mais j'ajoute juste 2 phrases. La première, c'est que ça va faire le lien avec l'interview de David Lisnard dans quelques minutes. C'est que moi, mon expérience chez EMEIS, c'est que quand j'entends des innovations, des idées, etc., il y a toujours quelqu'un pour dire « Non, mais attendez, sympa, bonne idée, c'est une bonne idée, mais ça ne va pas être possible. » Soit parce que réglementairement, ce n'est pas autorisé, soit parce que financièrement, ce n'est pas pris en charge. Donc la première lame coupe le poil et la deuxième arrache la peau avec. C'est et pas possible et pas financé. Bon, donc, couche-toi là. Ton innovation, on la garde dans le registre des innovations et ça n'avance pas. Donc il y a vraiment dans le secteur une sorte de, comment je dirais, de règle non écrite qui est tout ce qui n'est pas explicitement permis est interdit. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et donc, à un moment ou un autre, il faut dire que ce qui a été dit ce matin brillamment par beaucoup d'acteurs de terrain, c'est-à-dire les parcours, la prévention et les pas de plateforme, il faut poser le principe de la libéralisation de tout ça. Il y aura des effets pervers, on les corrigera le moment venu, mais on va commencer par libérer l'initiative sur ces sujets. Et puis on va commencer aussi dire le financement est possible et même bienvenu par d'autres réseaux, type les réseaux assurantiels, les réseaux mutualistes, etc. On est vraiment dans un secteur, ça me rend triste de le dire, mais la libéralisation, une bonne dose, entre guillemets, d'ouverture est absolument nécessaire parce qu'aujourd'hui, ça étouffe. Bon, bah écoutez, je n'ai pas précisé que c'était 2 diplômés de l'ENA. Et que donc, ça servait à rien. Hein. Ça sert à rien. En plus, ça n'existe plus. Hein. Voilà. En plus, oui, vous êtes des monuments historiques. historiques. Et c'était au millénaire dernier. Absolument. Pour toi, lui un peu plus jeune. Mais, Merci de l'avoir fait remarquer. Bon, merci à eux deux.